Sarah Sassoon est une écrivaine, poétesse et éducatrice juive irakienne née en Australie qui vit à Jérusalem. Elle a écrit le livre illustré primé Le Bengale de Shoham et plus récemment Ceci n'est pas un collant. Son recueil Voilà pourquoi nous ne regardons pas en arrière a reçu le prix de poésie féminine juive du Harbour Review. Bienvenue au studio JNS de Jérusalem, Sarah Sassoon. Merci, Steve. Parlez-nous de votre parcours pro. D'accord, je suppose que l'on peut commencer à parler de ma carrière à partir de mon alia à Jérusalem, je pense. En tant qu'écrivaine, j'ai toujours écrit et j'ai toujours enseigné. J'ai vécu en Afrique du Sud et j'ai enseigné pour l'Académie. Ezra Néhémie sont les livres bibliques sur les Juifs babyloniens. À Jérusalem, j'ai trouvé mon rythme et mon espace d'écriture grâce à des groupes en écrivant des histoires pour enfants et de la poésie. C'est là que j'ai trouvé ma voie, raconter l'histoire de mes grands-parents juifs irakiens et explorer ce que ma famille taisait. J'ai ainsi écrit Bengale de Shoham, qui raconte l'histoire d'une fillette quittant l'Irak pour Israël, inspirée de l'histoire de ma famille. Alors, raconte-moi un peu l'histoire de ta famille. Toute ma famille, y compris mes grands-parents, vient d'Irak. Mon père est né à Bagdad et en 1951, ils ont tous dû partir et sont venus en Israël. Dans les années 60, ils ont déménagé en Australie. C'est pourquoi je suis née à Sydney, en Australie, et en grandissant là-bas, j'ai toujours été élevée dans une maison de culture moyenne-orientale, avec la nourriture et la musique. On ne m'a pas vraiment parlé de leur vie en Irak, ni des raisons de leur départ, ni de leur vie en Israël. Ils parlaient hébreu et judéo-arabe, mais pas avec moi dans ces langues. J'ai donc grandi dans le silence. Des parents immigrés en Australie, donc une enfance très différente, je dirais. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir écrivain, poète? Donc, c'est sûrement parce que je suis enfant d'immigrés. J'aimais lire, c'est ainsi que j'ai vraiment appris à parler. Je prononce mal beaucoup de mots anglais parce que je les ai lus dans des livres plutôt que de les avoir entendus à la maison, ce qui est intéressant. Je pense que c'est vraiment une expérience typique des enfants d'immigrés. Et donc, pour moi, les livres ont toujours été une fenêtre sur d'autres mondes et j'ai toujours voulu faire ça aussi. Et j'adorais les mots, j'étais douée en anglais et ça me vient tout naturellement. Mais l'essentiel de votre écriture, c'est le fait que vous venez d'une culture juive irakienne, n'est-ce pas? Et comment cela influence-t-il ce que vous transmettez à vos lecteurs, y compris de nombreux enfants? La vérité, c'est que j'ai étudié l'écriture créative à l'université VTS dans le programme Honors où j'étais la meilleure. Mais je n'ai jamais écrit sur les principaux problèmes que je traversais. Je n'ai jamais écrit sur le fait d'être une juive irakienne. Je n'ai pas écrit sur le fait d'être une nouvelle mère. J'étais la mère d'un enfant d'1 an. À l'époque, je n'écrivais pas sur l'essentiel et même à Jérusalem avec mes groupes, je ne le faisais pas. J'écrivais des histoires ashkénazes. Mon troisième grand-père, qui venait de Tchécoslovaquie, a traversé la Shoah et a perdu sa femme et ses 5 enfants. Ces histoires-là m'étaient familières, mais pas la mienne. Un jour, j'ai écrit un poème sur mes grands-parents et mon groupe m'a dit « C'est ça dont tu dois parler ». Et à l'époque, j'étais obsédée par la recherche, je lisais des livres tout le temps. Petite fille, j'appelais ma grand-mère pour les recettes. Pessa arrive, j'ai besoin de sirop de date, comment faire le chalek? Comment je fais la confiture de pommes pour Rosh Hashanah? Le sirop de dattes pour le chalek, je crois que je l'ai déjà dit. Donc j'ai toujours essayé de recréer d'où je venais dans ma propre maison pendant que mes garçons grandissaient, parce que ça me manquait, ça me manquait. J'ai épousé un Sud-Africain et déménagé en Afrique du Sud. Sa famille était l'une des rares familles baghdadi à Johannesburg. Son grand-père venait de Bagdad et en fait, quand nos grands-pères parlaient ensemble, ils parlaient en judéo-baghdadi et discutaient de leurs principes qu'ils avaient à Bagdad. Son grand-père est parti en 1923, bien avant le mien. Et maintenant, tu vis à Jérusalem. Tu as 4 fils. Oui, je vis à Jérusalem avec mes 4 fils. Un ou deux ont servi dans les forces de défense israéliennes. Oui, donc mon aîné était à Saïd, Sankanim pendant les 2 années de la guerre et mon deuxième est maintenant dans Nahal.
Et comment le 7 octobre vous a-t-il affecté, vous, votre famille et votre écriture? N'est-ce pas? Donc, le 7 octobre, je pense que ça a été un choc pour moi parce que soudainement, tous les signaux d'alerte que j'avais vus dans mes recherches sur les raisons pour lesquelles les Juifs ont quitté l'Irak en 1951. 1950, c'était la loi Tusquet qui leur a permis de partir alors qu'avant, ils n'avaient pas le droit de partir. Ils n'avaient pas de passeport et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient partis. Un endroit que ma grand-mère appelait le Jardin d'Éden, et donc je devais comprendre. Je faisais des recherches là-dessus. Je voulais comprendre comment était la vie des Juifs à Bagdad, en Irak, comment vivaient-ils. J'ai découvert que, par exemple, en 1917 à Bagdad, un tiers de la ville était juif. C'est incroyable. La plupart, comme vous, étaient entourés de Juifs. Ces derniers ont construit l'Irak après la chute de l'Empire ottoman. Les Britanniques y sont arrivés et seuls les Juifs étaient instruits grâce à l'Alliance. Et donc, c'était eux qui étaient aptes à travailler dans les bureaux du télégraphe, les gares et les services postaux. Vraiment. Il y avait 5 Juifs au Parlement, je crois. Allez, leur représentation était disproportionnée, il n'y avait pas autant de Juifs en Irak. Comme dans beaucoup de pays où les Juifs sont peu nombreux, ils étaient pourtant surreprésentés dans l'économie. Le Shabbat, le souk était fermé, tout était calme à Bagdad parce que les Juifs ne travaillaient pas, donc c'était un monde complètement différent. Mais pourquoi sont-ils partis? La raison en est que dans le système éducatif des années 30, la propagande allemande arrivait, le nationalisme panarabe montait, tout cela était soigneusement orchestré. Cette haine des Juifs qui a été créée a permis le Farhoud de 1941 qui fut le massacre des Juifs, ce qui a été énorme. Et maintenant, je digresse peut-être un peu, mais tout cela est lié à la question. C'était un massacre de masse qui a commencé dans une mosquée, ça a commencé dans une. Zviaouda l'explique dans son livre sur les Juifs babyloniens. Cela a commencé dans une mosquée provoquée de l'intérieur et c'était planifié. Et c'était le jour où les Britanniques arrivaient, le jour où les Britanniques, la région, revenaient. Les Britanniques avaient repoussé l'armée irakienne. Parce que qu'est-ce qui s'était passé en Irak? Il y avait eu un coup d'État. En 1941, qui a renversé le gouvernement soutenu par les Britanniques, la gouvernance, et était panarabe nationaliste, pro-allemand, soutenant l'Allemagne. Et ce qui s'est passé avec cela, c'est que les Juifs étaient en énorme danger. Quand les Britanniques ont repoussé l'armée irakienne, les Juifs étaient heureux. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles on dit que le massacre a eu lieu, c'est parce que les Juifs avaient soutenu le régent. Mais en réalité, c'était un massacre de voisins contre Juifs. C'était aussi, comme je l'ai appris en interrogeant de nombreux Irakiens, cette vieille femme irakienne a dit « Pour chaque Juif tué, et nous avons 179 noms de Juifs tués », et c'était comme le 7 octobre les viols, les pillages, c'était une destruction totale et absolue dans les maisons des Juifs. C'est cela qui était si choquant. Ils sont venus dans les maisons des Juifs, les maisons étaient marquées de mains rouges. Et c'est la raison. L'une des choses que j'ai faites depuis le 7 octobre, c'est de m'élever contre la main rouge. J'ai appris tout cela avant le 7 octobre, puis soudain j'ai vu des mains rouges sur les étiquettes de célébrités d'Hollywood et j'ai observé leurs mains rouges. Je repense au Farhoud, ces mains rouges marquant les portes des Juifs pour les désigner. Massacre. Mais encore une fois, pour chaque Juif tué, ces femmes disaient, il y avait des Juifs sauvés par leurs voisins musulmans et chrétiens. Il faut considérer les deux, ce qu'on a dû apprendre depuis le 7 octobre. Comment gères-tu cela, sachant que certains musulmans veulent contrôler Israël et tuer chaque juif, comme dit dans la charte du Hamas? Et alors, comment acceptes-tu qu'il y ait des musulmans qui n'ont pas de voix pour s'opposer au Hamas? Par exemple, à Gaza, en Judée-Samarie, cette semaine, j'ai reçu un message sur Instagram d'un homme en Judée-Samarie. Il n'a pas pu me donner son nom, mais il m'a dit avoir travaillé en Israël, être allé à Tel Aviv et aimer ce pays. Il ne peut pas s'exprimer parce que c'est trop dangereux. Il ne veut que du bien aux Juifs et à Israël et regrette simplement de ne pas pouvoir vivre librement en Israël. Ses voix sont donc réduites au silence. Je suppose que mes recherches, les Juifs vivaient bien en Irak.
Il y a eu des musulmans qui sont allés les tuer lors du Farhoud et ont rendu la vie si misérable qu'ils ont dû partir en 1951. Des musulmans aimaient les juifs et voulaient qu'ils restent, mais ne pouvaient pas le dire. Voici la situation actuelle. Comment concilier les deux? Grâce à mes recherches, j'y parviens. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes au Moyen-Orient et en Israël qui soutiennent Israël et les Juifs. Ils voient en Israël un espoir pour les libertés et les voies qu'ils désirent, ce qui motive mon écriture. Vous avez un large public sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où vous partagez surtout un message d'espoir et que des personnes comme vous qui ont des origines dans des pays arabes pourraient en fait fournir la clé d'un pont, si vous voulez, vers l'avenir. Je pense que c'est simple. J'ai l'impression que nous vivons dans un monde politique plutôt qu'humain. Parfois, la politique nous enlève notre sentiment personnel de pouvoir. Chaque personne a le pouvoir de choisir, et si chaque personne choisit de voir le monde un peu différemment des journaux, de se demander ce qui est juste ici, qu'est-ce qu'un acte d'amour, qu'est-ce qu'un acte de gentillesse, qu'est-ce qu'un acte de lumière, ou est-ce un acte de haine, est-ce un mot de haine, très basique et humain? Est-ce un acte qui crée euh, de la bonté dans le monde? Et cela semble si simple et peut-être naïf, mais vraiment, si chaque personne pouvait faire cela. Et nous sommes strictement contre toute personne qui nuit à l'harmonie, donc nous devons. D'un côté, c'est comme l'image tirée de la Kémia. Lorsqu'ils construisent les murs de Jérusalem, quand ils reviennent, les gens construisent les murs. Les Samaritains menacent les Judéens qui veulent reconstruire les murs de Jérusalem et assurer leur sécurité. Comment construisent-ils les murs? Ils tiennent le marteau d'une main et l'épée de l'autre. Nous devons être clairs sur ce que nous voulons construire. Nous voulons construire des foyers sûrs, des sociétés sûres, basées sur la coexistence et le respect mutuel, et un respect qui vient du foyer. En respectant le fait que nous protégeons nos familles, et d'autre part, nous avons l'épée. Quiconque ose nuire à notre espace protégé, à ce que signifie vivre dans une société paisible. Nous n'aurons aucune pitié pour vous, vous ne pouvez pas venir avec votre haine et nous ne vous laisserons aucun espace, nous ne vous laisserons aucun temps, nous devrons agir. Je veux dire, ce sont mes 2 fils dans l'armée. Les armées israéliennes protègent le pays et chaque habitant, qu'il soit juif, musulman, druze ou chrétien, c'est leur devoir de défendre les Israéliens. Ce n'est ni une question de religion ni de culture, mais d'humanité fondamentale. Il faut retrouver cette humanité de base, sans politique. Et c'est pourquoi, dans tous les milieux, il y aura des extrémistes, mais cela ne veut pas dire qu'il faut effacer toute une culture ou un peuple. Encore une fois, certains peuples ont été dirigés, d'où l'importance de l'éducation pour moi. Nous devons veiller à ce que l'éducation transmette des messages de croissance et de construction, pas de haine ni de victimisation. Je ne m'identifie pas à cela, surtout avec mes origines. Pensez-vous que les alliances qu'Israël a formées avec certains pays arabes, comme dans les accords d'Abraham et depuis le 7 octobre également, où des pays se sont soit alignés avec? Si vous soutenez Israël et vous savez contre l'axe de l'Iran et des autres pays qui s'opposent autant à l'État juif, voyez-vous un espoir qu'un jour des pays arabes comme l'Irak puissent être intégrés dans le groupe? C'est justement l'espoir, mes amis irakiens. J'ai une très bonne amie bagdadienne. Il travaille dans une banque, il a une femme et une fille, et il s'intéresse beaucoup à la politique. Il comprend la situation et mise sur les accords d'Abraham, comme de nombreux Irakiens. Mais tant que l'Iran, le régime iranien, règne, l'Irak est actuellement un proxy iranien et il n'y a aucune chance en Irak, pour le moment. Il est impossible d'évoquer l'assèchement du Tigre sans risquer des poursuites. Il y a tellement de répression que parler à une Israélienne comme moi, c'est la peine de mort. Je ne pense pas que nous comprenions, avec notre perspective occidentale, ce que cela signifie de vivre au Moyen-Orient, et nous ne pouvons pas regarder le Moyen-Orient avec nos yeux d'occidentaux. Nous devons aborder le Moyen-Orient avec une perspective moyen-orientale, à partir de la culture du Moyen-Orient, et nous devons parler leur langue, qui est celle de la famille.
La famille est la chose la plus importante au Moyen-Orient, et nous faisons tout pour protéger la famille. Et donc, ce qui est beau avec les accords d'Abraham et la façon dont ils sont racontés, c'est que nous sommes les enfants d'Abraham. Soudain, une autre mission nous est confiée. Enfants d'Abraham, dans quel monde voulons-nous vivre ensemble? Et c'est ce qui me manque. Et ce dont les gens parlent en politique, c'est où est la vision de ce que nous voulons que le Moyen-Orient soit? Cela arrange presque tout le monde que le Moyen-Orient soit en feu, mais cela ne convient pas à la personne simple dans la rue. Ce n'est pas adapté aux personnes qui me contactent, partagent leurs histoires et apprécient mon travail, car cela leur donne espoir et voix. Cela concerne simplement la personne moyenne, ordinaire, et si nous sommes honnêtes, le monde est composé de personnes ordinaires. Des gens simples qui veulent juste nourrir leur famille et partager un bon dîner. Et c'est pourquoi votre voix est si importante. Mais revenons un peu à votre écriture alors que nous approchons de la fin de l'entretien. C'est un titre tellement alléchant, mais parlez-moi un peu de cela. Ce n'est pas remis en question. Ce n'est pas un défi, juste battre ma grand-mère. C'est l'idée qu'une petite fille grandit à Sydney et elle participe à un concours de chaîne, mais elle participe à celui de sa grand-mère, ce qui n'est pas un défi. Ce plat cuit toute la nuit pendant le Shabbat, du poulet avec du riz, très différent de ce que préparent les Juifs européens pour Shabbat. Donc tout le monde lui dit à chaque étape socrale, pendant qu'elle coupe les oignons, les tomates, le gingembre et l'ail, ils lui disent que ce n'est pas un défi. Sa grand-mère l'aide à le préparer et lui dit « Ne t'inquiète pas, ce plat spécial a voyagé à travers de nombreux pays. Être ici, c'est vraiment ce que je veux offrir. Cette tradition est une fierté, peu importe nos origines, et elle nous ancre, mais aussi pour que nous puissions la partager avec les autres et créer une communauté autour, une nouvelle communauté. Et ma grand-mère a dû faire cela en quittant l'Irak, puis en allant en Israël, dans les camps de tentes en Israël, où la vie était vraiment, vraiment difficile. Dans les années 60, elle a déménagé à Sydney avec ses 8 enfants. Elle a donc eu une vie bien remplie et pourtant elle était toujours si positive et joyeuse et c'est ce qu'elle m'a appris, à partager ce que nous avons. Et j'espère que lorsque j'écris aussi à partir de cet état d'esprit. Absolument. Et tu es avant tout un conteur d'exception et je me demande si cela vient aussi de ta famille. Oui, mon grand-père était conteur. J'apprends. Il a d'ailleurs écrit ses mémoires plus tard dans sa vie. Et je viens d'une famille de Chachamim. Mon nom de famille en Australie est Hakim, qui vient du mot Chacham, et ce sont les rabbins et les enseignants. Les histoires sont essentielles à la culture du Moyen-Orient. Elles sont importantes et nous donnent beaucoup de force. Un autre livre pour enfants va bientôt sortir en Israël en hébreu et peut-être aussi en Amérique. Parlez-nous de cela. Il s'appelle Haoud Betizmoura, joue de l'oud dans l'orchestre et évoque les frères Al-Kawaidi. Ils étaient les musiciens les plus célèbres d'Irak et les chansons encore chantées aujourd'hui sont les leurs, mais on les considère comme folkloriques. Quand ils sont partis, on a effacé les noms des frères Al-Kawai parce qu'ils étaient juifs, donc leurs noms ont disparu, mais leurs chansons vivent encore et donc tout tourne autour de leur petit-fils. Enfin, c'est basé sur leur petit-fils, Durutasa. En quelque sorte, c'était inspiré, ça correspond un peu à toute leur histoire. Mais en gros, quand ils sont arrivés en Israël, ils n'ont pas permis à leurs enfants de jouer des instruments de musique parce qu'en Israël, l'oud n'était pas reconnu comme un instrument acceptable. Ce n'était pas Mozart, ce n'était pas Beethoven, c'était l'européen. Les Juifs sont venus avec leur musique européenne et ils ont entendu la musique arabe et ça ne leur paraissait pas génial à leurs oreilles. Quand leur fils ou petit-fils veut jouer de l'oud, le grand-père refuse. Devient comptable, fait autre chose, mais pas musicien et surtout ne joue pas de l'oud parce que personne ne veut l'entendre. Alors le petit-fils veut prouver qu'il y a une place pour l'oud dans l'orchestre. Incroyable. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire en hébreu cette fois-ci? Car mes histoires du Moyen-Orient doivent aussi être entendues en Israël. Mon père et ses frères et sœurs ont vécu des moments très difficiles à leur arrivée ici. Une honte imposée pesait sur ceux venant des pays arabes, malgré la richesse de leur culture et de nombreuses raisons d'en être fiers. Et je pense que ma génération est la deuxième, voire la troisième génération à pouvoir dire « Attendez,
Nous aimons les foyers dans lesquels nous avons grandi, nous voulons les partager et nous voulons. Mon oncle de Los Angeles a assisté à ma conférence sur le Bengale de Sharam et m'a dit « Pour la première fois, je suis fier d'être un juif irakien ». Je ne savais pas à quel point j'avais de quoi être fier et il est né à Bagdad. Il avait 6 ans quand il est parti. Il avait tant de raisons d'être fiers, pourtant on leur a tout pris. Venus ici sans rien, ils avaient tout perdu. Comment résumer 2600 ans d'histoire juive babylonienne dans un camp de tentes? C'est pour cela que je me concentre aussi sur les histoires d'Ezra et de Néhémie, symboles de la seconde restauration. Il y a tellement de choses dans ces livres qui font écho à ce qui se passe aujourd'hui. Les mêmes problèmes qu'ils avaient à l'époque biblique, nous les avons maintenant. Des questions de leadership, des questions sur qui est juif, des questions sur la façon de construire une identité juive. En tant que juifs de la diaspora arrivant dans un nouveau pays, quel est notre rôle et mission? Tout a changé dans le monde et nous devons affronter cette réalité sombre, comme le 7 octobre et les 2 ans de guerre, mais avec joie et espoir. En tant que mère d'un soldat, je sais combien cela a été dur et dévastateur. Pourtant, les fleurs d'amandier fleurissent sur les arbres. Nous devons nous rappeler qu'il se passe de bonnes choses. Des personnes du Moyen-Orient souhaitent croire en Israël et espèrent qu'il viendra répandre ça. C'est ainsi qu'est Israël, c'est-à-dire la coexistence et l'acceptation. Là où les femmes peuvent marcher dans la rue, libres et autonomes, cela signifie énormément pour les gens. C'est la mission d'Israël aujourd'hui dont nous devrions être fiers comme Juifs et Israéliens. Nos réalisations au Moyen-Orient expliquent pourquoi nos ennemis nous détestent. C'est pour cela que nous devons être fiers et que nous avons beaucoup à offrir. En tant que société qui valorise vraiment la famille et les valeurs traditionnelles du Moyen-Orient, mais qui valorise aussi les libertés, cela aide à créer une société qui durera bien plus longtemps que ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous savons vivre en paix plutôt qu'en feu. Sarah Sassoon, c'était vraiment un honneur et un plaisir de vous interviewer et nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci, merci.